Alors je crois que la neurochirurgie, ça va être plus simple. La présentation va être beaucoup plus simple que celle de mes collègues précédents, neurologues et neuroradiologues interventionnels. Et d'ailleurs, j'ai appris énormément de choses et je pense que ça ferait du bien à beaucoup de neurochirurgiens de se mettre à la page sur ces domaines qui sont très intéressants. J'avais déjà eu l'occasion de présenter la prise en charge des indications chirurgicales sur les AVC graves. Donc, aujourd'hui, on parle infarctus. On va essentiellement se limiter aux infarctus et on séparera les systèmes carotidiens supratentoriels des infarctus de la fosse postérieure cérébelleux qui n'ont pas été ou moins abordés. Il y a aussi les hémorragies. Et puis, si j'ai 2 minutes, j'aime beaucoup le cas de la thrombose veineuse sur lesquels il faut insister et sur le plan médical et aussi sur le plan chirurgical, y compris pour des patients qui vont a priori très mal sur le plan clinique. Donc les AVC graves, ils sont difficiles à définir. On peut dire que c'est une évolution attendue avec un handicap sévère ou bien entendu le décès, que le tableau initial sur le plan neurologique est assez dramatique avec des troubles de la conscience d'emblée ou d'installation rapide et des déficits neurologiques importants. La dégradation secondaire précoce aussi peut rentrer dans ce cadre-là, avec en arrière-plan aussi, toujours, dans ces spécialités qui sont des spécialités d'urgence, quand s'abstenir éventuellement, quand s'arrêter. Et ça, c'est une décision d'équipe. Je reviens sur ce point-là parce que ça me paraît important. La prise en charge de ces patients, elle est multidisciplinaire. Alors j'en ai peut-être oublié certains, mais quand on a associé les urgentistes, les neurologues, les neuroradiologues, diagnosticiens interventionnels, les neurochirurgiens et les réanimateurs, je pense qu'on a là pas mal de monde et que, en général, il est possible de rassembler 2, 3, 4 personnes, y compris en urgence, pour décider au mieux d'une conduite à tenir pour un patient. Alors, effectivement, la littérature nous donne pas mal de critères et d'aides concernant la prise en charge, avec quand même une évaluation qui doit rester individuelle, et c'est ce qui fait un petit peu toute la complexité de cette approche. Alors, j'en viens aux craniectomies supratentorielles, ça va être le gros de la présentation. Bon, vous voyez, il y avait des étapes dans les précédentes présentations, c'était tous les 6 mois, quoi, des papiers. Bon, en neurochirurgie, c'est plus calme. C'est grosso modo tous les 20, 40 ans. Donc, craniectomie, case report, début du 19e siècle, ça marche. Des études observationnelles, les années 70. Et puis, forcément, les études randomisées que vous connaissez très bien, mais elles ont déjà 10 ans. Donc, c'est Decimal, Destiny et Hamlet, et c'était en 2007. Et maintenant, on peut dire que les craniectomies décompressives pour les AVC malin-sylviens se passaient dans les mœurs et sont bien diffusées. J'espère que vous ne direz pas le contraire auprès des neurochirurgiens. Alors, très rapidement, 3 études avec, vous voyez, assez peu de patients, une randomisation avec un traitement médical seul dans un bras, et puis traitement médical seul et craniectomie décompressive dans l'autre bras. Et puis finalement, l'analyse poolée, donc grosso modo 30 patients par étude, l'analyse poolée 90 patients. Les critères d'inclusion et d'exclusion sont très proches pour chacune des études. Le critère principal de jugement identique, c'était MRS inférieur à 4, donc 5,6 versus 0 à 4. Et puis des critères secondaires de jugement également très proches. Pour ce qui est du résultat, on rappelle qu'une craniectomie large dans les 48 heures d'un AVC malin-sylvien pour des gens qui ont moins de 60 ans, ça permet de réduire le risque absolu de mortalité de 50%, d'avoir un MRS inférieur à 3 de 23% et d'avoir un handicap, de réduire le risque absolu de handicap sévère de 50%. Alors, des aides, puisqu'on a des critères, alors c'est des aides qui sont assez simples. Moi, je pense que c'est ce que je dis aussi à mes chefs de clinique qui viennent, qui sont dans le service ou aux internes. Ben, il n'y a plus tellement à discuter, en fait. Si on veut avoir les idées claires, on applique les critères assez basiques. Donc, le score,
Est-ce qu'on est dans les délais, dans les 48 heures du premier symptôme? Stricto sensu, l'âge, 18-60 ans. Hein, on n'est pas, après, on peut bien entendu discuter, mais c'est vrai que ça pose plus de problèmes pour les gens plus âgés. Hein. On ira moins vers une chirurgie, alors que Mickaël nous a dit que la thrombectomie endovasculaire, il ne fallait pas la refuser à des gens âgés, hein, au-dessus de 70-80. La chirurgie, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Le volume de la lésion, et puis bien sûr, moi ce qui me paraît très important, c'est toujours, même en urgence, et la chirurgie c'est quand même un petit peu moins urgent, essayer de prendre le temps de voir la famille, de discuter, de faire le point un petit peu avec l'environnement du patient, parce que quand on se lance dans une craniectomie et qu'on va souvent sauver la vie du patient, ben, il y a l'après-craniectomie, et c'est pas simple non plus. Donc, une recommandation élevée, avec les critères que j'ai évoqués. Hein, j'ai dit donc moins de 48 heures, 60 ans, dégradation de la conscience, un effet de masse sur l'imagerie, ou au moins 50% du territoire pour les artères cérébrales moyennes. Absence d'indication ou contre-indication, hein, mydriase bilatérale, et puis une comorbidité sévère, par exemple, un âge supérieur à 60 ans. J'ai pris à dessein un accident malin-sylvien malgré une tentative de thrombectomie, une artère cérébrale moyenne occluse au niveau du M1. C'est un dispositif un petit peu ancien. Il faudrait que je demande à Mickaël de me fournir des diapos un petit peu plus récentes. Toujours est-il que ce patient n'avait pas eu la chance de voir son artère cérébrale moyenne revascularisée, et il avait également l'artère cérébrale antérieure obstruée. Vous voyez ici l'IRM avec déjà un effet de masse et une ischémie parenchymateuse qui touche à la fois l'artère cérébrale, le territoire de l'artère cérébrale moyenne et le territoire de l'artère cérébrale antérieure. La craniectomie décompressive a été réalisée avec, comme vous pouvez le voir, cette expansion du cerveau qui va permettre de traiter l'hypertension intracrânienne à un niveau supérieur, et la cranioplastie qui est faite quelques mois plus tard avec cette atrophie séquelaire. Alors, quel est le rôle de la chirurgie? Alors, c'est très simple. C'est même, on pourrait dire, c'est même peut-être navrant d'en être que là en 2018. Donc, le but, c'est de faire de la place. Hein, donc, c'est traiter l'hypertension intracrânienne. Donc, comment on fait de la place? Ben, il faut ouvrir la boîte. Donc, on ouvre la boîte. Il faut faire un volet très large. Et puis ensuite, comme dessous, il y a une membrane très résistante qui empêche l'expansion du cerveau, ben, il faut également ouvrir cette membrane, et c'est ce qu'on appelle l'ouverture durale, une duraplastie. Donc on fait un volet qui va au contact du sinus longitudinal supérieur, en faisant attention de ne pas avoir des problèmes avec le sinus longitudinal supérieur. Un volet également qui descend très bas, parce que le but c'est d'effondrer l'écaille temporale pour traiter justement et prévenir cet engagement temporal, puisque le lobe temporal se situe au niveau de la base de la fosse temporale moyenne. Et puis ensuite, on ouvre largement la dure-mère et on referme cette dure-mère comme on veut, avec une duraplastie. Et il y a beaucoup de matériaux qui sont disponibles, soit des allogreffes, soit des autogreffes. On ferme la peau. On fait très attention de ne pas faire un pansement compressif, parce que sinon on perd le bénéfice de la craniectomie. Ça a l'air évident, mais il faut être vigilant, dans vos services sur ce point-là, et également former les équipes paramédicales pour ces petits détails. Voilà, le délai, on en a parlé dans les 48 premières heures. En ce qui concerne la réanimation, l'osmothérapie anti-œdémateux, pas d'emblée. Simplement, s'il y a des signes d'hypertension intracrânienne et elle doit précéder, il doit y avoir un geste de craniectomie programmé juste après. Et si on doit le faire, les dernières études préfèrent le sérum sale hypertonique au diurétique osmotique. Pas nécessité d'hypothermie, il y a des études qui viennent de sortir, et pas d'antiépileptique de façon préventive. Un détail purement technique, on a parlé de la taille. Au moins 12 cm de large, c'est la taille, le diamètre maximal qui est communément admis. Et vous voyez qu'il faut vraiment aller à la base du crâne ici, à l'écaille temporale, pour prévenir ce risque d'engagement temporal. Large ouverture durale, et encore une fois, pas de résection parenchymateuse.
Voilà, alors c'est vrai que je dois dire que les neurochirurgiens, c'est eux qui ont mis un frein pour ces craniectomies, c'est nous, j'en suis un, dans les années 2000, parce qu'on mettait en avant le pronostic fonctionnel à long terme et que le fait de sauver les patients et d'avoir une efficacité essentiellement sur le... compenser essentiellement sur les décès n'était pas suffisant. Voilà. Et puis, vous voyez, il y a eu quand même des avancées, ces études randomisées. On a changé aussi nos pratiques courantes, on a suivi nos patients. Et puis, on a été aussi attentif à la littérature des neurologues. Et là, par exemple, je vous ai mis ce papier écrit par une collègue neurologue, sous-utilisation, paru en 2015, sous-utilisation de la craniectomie décompressive dans l'infarctus sylvien malin, une urgence éthique, c'était paru dans la revue neurologique. Et c'était, je pense, aussi essentiellement pour sensibiliser la communauté neurochirurgicale. Cela dit, la survie, oui, mais je pense que ça, les papiers le prouvent, etc. Je pense qu'on a encore des efforts à faire sur la qualité de vie et puis l'évaluation de cette qualité de vie au décours des craniectomies. Il y a dans la littérature certains papiers qui sortent, hein, donc l'entourage familial, le patient, essayer de recueillir son consentement rétrospectif, c'est pas toujours facile. Des papiers assez intéressants avec une qualité de vie sur le plan mental qui serait identique à la population générale, hein, pour Van Middelaar, et puis une qualité de vie sur le plan physique avec une qualité de vie diminuée comparée à la population générale. Très important à faire passer comme message à vos neurochirurgiens, ce que je dis aussi, c'est qu'il n'y a pas de différence entre hémisphère dominant et non dominant. Donc il n'y a pas de raison de refuser pour un hémisphère gauche dans la littérature. Voilà. Il faut savoir quand même que les familles, les soignants, mais surtout les familles qui deviennent quand même des soignants, souvent, sont quand même très éprouffées. Et parfois, on voit en consultation des familles qui ont été complètement éclatées après ce genre de pathologie et de prise en charge. Le caractère inacceptable de déficits envisagés après, etc., est très difficile à anticiper. Et dans ces conditions-là, quelle valeur accorder au consentement éclairé? Bon, le patient, bien sûr, non. Difficile pour l'entourage familial. Et puis, dans la littérature, quand même, il y a toute une réflexion sur le fait, voilà, le handicap, les directives anticipées, on se projette, on ne voudrait pas être handicapé, etc., mais le handicap vécu par le patient et les handicaps perçus par l'entourage ou les gens, entre guillemets, sans handicap, c'est quelque chose qui, il faut bien se le dire, est complètement différent. Donc, c'est toujours difficile de prendre parti de façon trop rigide. Alors, qu'est-ce qui peut compliquer la décision d'une hémicraniectomie en urgence? Ben, peut-être moins de médecins quand il fait nuit, pour discuter ensemble. Hein. La recherche du consentement des proches, c'est une démarche qui est quand même compliquée. Hein. Si on ne veut pas leur faire porter la décision, il faut rechercher le consentement éclairé sans leur faire porter la décision d'une prise en charge médicale. Et puis, bien entendu, en général, les gardes, c'est les plus jeunes, et donc ils ont quand même un petit peu moins l'habitude. Donc, pour les familles, écoutez et les informer, essayez de percevoir le consentement. Pour ce qui est des médecins, voilà, celui qui réalise le geste, c'est quand même le chirurgien. Donc, s'il y a des frottements ou s'il y a des chirurgiens qui trouvent que c'est compliqué, par exemple une hémicraniectomie, moi je pense avant tout, c'est des choses qui doivent être réfléchies en amont. Donc des réunions, des discussions, etc. Et puis une espèce de cadre pour essayer d'harmoniser les pratiques cliniques et pour avoir des espèces de guidelines que tout le monde peut suivre en garde, et c'est le plus simple. C'est une procédure qui, je dirais, maintenant est acceptée par les neurochirurgiens et qu'on ne fait pas que pour les AVC malins, on les fait même maintenant pour des hématomes, on les fait pour les traumas crâniens, etc. Ce n'est pas dénué de complications, on peut avoir des problèmes d'hydrocéphalie, d'infection, et surtout, il faut savoir qu'il y a la nécessité de repose d'une cranioplastie, et la cranioplastie, c'est un autre problème. Plutôt la réaliser de façon précoce pour éviter les complications type Sinking Skin Flap Syndrome. Il faut savoir qu'il y a quand même un bon 10%, grosso modo, dans la littérature, soit d'hématome, soit d'infection, soit d'épilepsie, soit de problèmes d'hydrocéphalie. Et qu'il faut savoir qu'une infection,
quand on a fait une cranioplastie avec un corps étranger, c'est dépose du volet, antibiotiques, re-3 mois, re-chirurgie. Donc c'est vraiment des situations qui sont un petit peu compliquées. Très rapidement, la fosse postérieure, ben c'est simple, il n'y a pas d'étude randomisée, mais il y a moins de controverses. Donc la fosse postérieure, tout ce qui est œdème ischémie du cervelet sans atteinte du tronc cérébral, grosso modo, il n'y a pas de limite d'âge, et on fait une craniectomie de fosse postérieure aussi avec une ouverture large de la dure-mère, et que la mise en place d'une dérivation ventriculaire externe n'est à mon avis pas suffisante. Elle peut soulager une hydrocéphalie, elle ne traitera pas une compression du tronc cérébral. On peut avoir quelqu'un qui meurt avec une DVE, c'est un peu dommage. Voilà, ça c'était un exemple d'ischémie cérébelleuse, avec, vous voyez, la chance quand même l'IRM qui permet de dire il n'y a pas de lésion majeure dans le tronc cérébral, ce patient était dans le coma, et qui nous donne l'autorisation. Donc je pense que même pour les chirurgiens, l'intervention de l'imagerie est vraiment indispensable pour prendre les meilleures décisions. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques dans la salle? Monsieur Offenstadt? Alors, en grosso modo, 2010-2015, une craniectomie pour les AVC malins, Sylvien, une craniectomie par mois, grosso modo, dans les services de neurochirurgie à Paris, qui prennent la grande... Oui, une 10-12 par an. Beaucoup moins depuis qu'il y a la thrombectomie, je dois dire. Moi, je suis à Mont-d'Or depuis 1 an, j'en ai vu 2, je crois. Donc beaucoup moins d'AVC malins, sans doute des ischémies qui n'arrivent pas à des tailles suffisantes pour nécessiter ce genre de geste. La question de la complexité, non, c'est une intervention qui est toute bête. Il faut la faire proprement parce que comme tout, ça peut se compliquer. Je dirais que la cranioplastie, après, est plus compliquée que la craniectomie. Pardon ? Oui. Il y a des études qui ont été faites pour ça. Est-ce qu'il vaut mieux, c'est tout le problème, est-ce qu'il vaut mieux transférer dans une unité spécialisée ou faire faire à des orthopédistes ou à des viscéraux? Il faut mieux perdre un peu de temps, même pour l'extradural, et transférer dans un service spécialisé, parce qu'en fait, c'est jamais bien évacué. J'aurais juste une question. Merci beaucoup, Damien. Vraiment, c'est un sujet très important. On est vraiment régulièrement confronté. Ça dépasse l'AVC malin, la craniectomie. C'est pour les traumatismes crâniens. Je pense que vraiment toute la discussion c'est étonnant parce qu'on voit non, je disais que c'est une discussion très importante qui dépasse uniquement l'AVC malin. J'ai l'impression quand même que ça dépend beaucoup de l'aval. On voit bien que quand même un élément déterminant qui va être, c'est quelle va être la prise en charge après ultérieure du patient. On voit bien que là, alors peut-être que les services de rééducation post-réanimation vont nous aider, mais on sait bien que pour les services de neurochirurgie se retrouver avec 5 ou 6 craniectomies. C'est un problème majeur. C'est le problème majeur et c'est étonnant que dans toutes les discussions collégiales qu'il y a, les neurorééducateurs n'y sont pas présents. Et quand on voit urgentistes, réanimateurs, neurochirurgiens, neurologues, et il manque en fin de compte ce qui va être l'élément le plus déterminant, d'autant plus que les neurorééducateurs, je pense que c'est votre pratique, sont de plus en plus sollicités précocement dans la prise en charge. Nous, en réanimation, on essaye de les faire venir de plus en plus précocement. Dans les décisions de l'ATA, ils sont présents. Et je crois que c'est vraiment ça. Et c'est très difficile à saisir, tout cet avis pronostique que l'on a. On voit bien qu'on est dans une grande, grande difficulté. C'est vrai, je les ai oubliés. Je devrais les mettre. Alors, ils ne sont pas dans les décisions en urgence. Et après, ils interviennent fortement. Non, moi, je dis le problème principal, c'est la famille et l'environnement social. Ouais. La famille et l'environnement social, ça, même si on est dans les clous, moins de 60 ans, etc., quelqu'un qui est complètement désocialisé, etc., moi, je ne fais pas, personnellement. Et on a trop de soucis, on voit trop de situations trop compliquées au décours de craniectomie faites avec des critères qui étaient acceptables. Non, mais c'est tellement difficile à évaluer dans le cadre de l'urgence. Individuel, donc c'est bien d'être plusieurs, parce que c'est toujours difficile de refuser.
Nous allons clore. D'abord, je remercie donc mon co-modérateur, le docteur Nicolas Weiss de la Salpêtrière. Ah, il y avait une ultime question. Juste une petite question. Kevin Chalard, je suis réanimateur à Montpellier. D'abord, merci pour votre présentation. C'était vraiment très intéressant, notamment toute la dimension éthique que vous avez développée. Je suis simplement sur le délai. Vous avez dit, donc, notamment les études étaient assez claires là-dessus, sur les critères d'inclusion. Par rapport aux troubles de la conscience, quel est votre avis sur le fait de peut-être la réaliser un peu plus précocement, notamment pas attendre qu'il y ait un engagement temporal pour pouvoir réaliser la craniectomie? Pour moi, c'est de la chirurgie froide, c'est de la chirurgie programmée. C'est-à-dire que quand on se connaît bien avec les neurologues, etc., le neurologue, il m'appelle, si j'ai un volume qui est important, c'est intubation, je fais de la craniectomie, extubation, il va en salle de réveil et normalement, il monte dans le service de neurologie. Donc il monte déficitaire, hémiplégique, etc. Mais normalement, la phase des troubles de la conscience est exceptionnelle. Donc ça doit être fait précocement, même si forcément on va faire des craniectomies, on a des efforts à faire, parce qu'on va faire des craniectomies un peu par excès, et donc on va avoir des problèmes avec des patients pour les cranioplasties secondaires qu'on aurait peut-être pu éviter. Mais pour l'instant, on a du mal à sélectionner les patients. Merci. Donc, il est temps de clore. Donc, vu l'actualité, il faut qu'on se revoie dans 3 mois, c'est ça? Donc, d'accord. Donc, à cet été, alors. Merci beaucoup. Merci.